Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver ce soir pour la troisième conférence de la seconde édition du Festival de la géopolitique, organisée par le Centre d'excellence Jean Monnet, accompagné par les associations de Sciences Po Strasbourg, MIRA et Sciences Po Forum. Alors aujourd'hui, parmi nos invités, nous avons Delphine Greenberg. Bonjour. Vous êtes autrice et citoyenne engagée. Vous participez activement à des actions citoyennes à Paris et dans le monde. Actuellement présidente de l'association Paris sans voiture, qui organise depuis 2015 la journée sans voiture dans la capitale. Maria Guénard, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste de la diplomatie européenne et learning partner chez Engie. Vous accompagnez la transformation écologique d'Engie au travers de stratégies d'apprentissage et de développement. Vous bénéficiez également d'une expérience de 3 ans dans le milieu européen bruxellois et donnez également des cours, notamment à Sciences Po Strasbourg. Votre multidisciplinarité et vos diverses expériences nous éclaireront beaucoup ce soir. Je l'espère. Enfin, Dominique Valentin, bonsoir. Bonsoir. Vous avez créé Relais d'entreprise en 2012, un relais de tiers-lieux avec bureau et Internet haut débit pour télétravailler en zone rurale. En 2020 vous créez Vivre au Vert, une plateforme numérique pour aider les urbains à sélectionner leur futur territoire d'exode, à la campagne, à la mer ou à la montagne. Je vais vous laisser vous présenter un peu plus profondément, succinctement. On va peut-être commencer par vous, du coup, Delphine. D'abord, juste un tout petit mot, vous avez dit que j'organise la journée sans voiture dans la capitale. Alors, c'est un bien grand mot. Parce que, donc il faut que je vous dise un tout petit peu comment cette histoire a commencé. Parce que moi, je suis juste une Parisienne. Et l'histoire de la journée sans voiture dans Paris, qui est quand même une assez grande ville, ça a commencé par 3 copines qui buvaient une bière. Un jour, il faisait très chaud et qui rêvaient de se dire « Ah, si on avait une journée sans voiture dans tout Paris, ça serait incroyable. » Et en fait, la seule chose qu'on a fait, c'est qu'au lieu de rêver dans notre tête et d'arrêter là, on a rêvé à haute voix, et en se disant, au pire, ça marche si on essaye. Voilà. Et alors, on a commencé un dialogue avec la ville de Paris, et c'est la ville qui organise la journée sans voiture. Nous, les Parisiens, les Parisiennes, on s'est organisés on va dire, en petits bouquets gratouilleurs, pour pousser la ville à faire des choses qui sont assez difficiles pour elle, à changer les habitudes, les modalités pratiques. Donc, on va dire, voilà, ça fait partie d'un bouquet gratouilleur en tant que présentation initiale. D'accord, merci. Donc, Marianne Guénard, peut-être ? Oui, merci beaucoup. Donc, déjà, bonsoir à toutes et à tous. Si j'ai bien compris, vous êtes nombreux avec nous ce soir. Donc, ravie d'être avec vous à double titre, comme ça a été déjà mentionné, puisque actuellement, j'évolue au sein d'Engie en tant que learning partner en charge des programmes liés à la stratégie et à la culture organisationnelle, mais aussi parce que j'ai l'occasion de voir notamment les étudiants de Sciences Po Strasbourg chaque année pour leur enseigner le changement climatique et la révolution énergétique. Donc voilà, c'est les sujets qu'on va aborder ce soir se retrouvent bien évidemment dans mon cours aussi et pas uniquement dans mes préoccupations professionnelles chez Engie. Voilà, donc ravie et j'espère qu'on aura un échange très très riche et qu'on pourra répondre tous les trois aux questions des étudiants. Sinon, vous avez effectivement évoqué mon profil très varié. Effectivement, j'ai évolué dans la recherche. J'ai notamment fait une thèse en relations internationales sur la diplomatie européenne, plus précisément, mais également dans la diplomatie européenne. Et effectivement, depuis 2014, j'ai évolué dans le privé chez Engie.
Alors, vous pouvez peut-être vous demander quel lien entre ces trois mondes. C'est le sens en fait que je donne à mon travail, qui se retrouve autour de trois éléments principaux. Le premier, c'est d'être au service d'eux. Le deuxième, c'est l'intérêt général. Et effectivement, le troisième, c'est le service fondamental. Voilà, donc on retrouve ce fil rouge dans les trois domaines dans lesquels j'ai évolué jusque-là. Voilà, rapidement. Merci. Donc on va peut-être pouvoir passer à Dominique Valentin maintenant. Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre invitation. Je suis originaire du Grand Est, je suis originaire des Ardennes et je suis originaire du monde agricole, d'un petit village ardennais. Et je démarre par cette précision parce que j'étais très content quand j'ai eu mon bac de quitter les Ardennes pour aller dans les grandes villes étudier, notamment à Lille, à Paris, à San Francisco. Et j'ai même dit un peu à mes Ardennais, salut, moi j'ai réussi ma vie, je quitte les Ardennes pour aller dans les grandes villes. Après avoir bien roulé ma bosse, avoir travaillé à l'international, avoir gagné ma vie, comme on dit, en tant que dirigeant d'entreprise, en 2012, pour ma crise de la quarantaine, puisque je suis de 72, coincé dans les embouteillages à Toulouse, puisque maintenant j'habite près de Toulouse, dans un petit village à 50 km de Toulouse, en territoire périurbain. C'est coincé dans les embouteillages que je me suis dit que non, il fallait peut-être trouver une solution par rapport à cette problématique des voitures et de cette saturation des rocades. Et c'est là où j'ai eu cette idée de créer Relais d'entreprise, qui est un espace de télétravail en milieu rural et périurbain. Et en 2012, j'étais le premier peut-être à dire que la mobilité la plus rapide, la moins polluante, la moins coûteuse, la moins fatigante est celle qu'on ne subit pas. Et on me prenait un peu comme un extraterrestre. Donc aujourd'hui, Relais Entreprise, on aura l'occasion de l'évoquer, c'est plus d'une centaine d'espaces exclusivement situés en milieu rural et périurbain, partout en France, comme une alternative à la mobilité subie et aussi pour permettre à des habitants de redevenir des vivants de leur territoire. Et en parlant effectivement d'être vivant dans le territoire et un peu dans cette boulimie qui est la mienne aujourd'hui de contribuer au rééquilibrage des territoires et de refuser la fatalité, suite à la période de confinement, la première période de confinement où nous avons vu tous ces Parisiens, mais pas que, les Strasbourgeois, les Lyonnais, les Toulousains, tous les habitants des grandes villes fuir les villes pour aller se réfugier à la campagne. C'est là où on s'est dit, mais effectivement, la ville n'est pas forcément un territoire de lieu de vie choisi, mais plutôt un lieu de vie subi pour un certain nombre d'actifs qui considèrent que la vie est bien meilleure, la qualité de vie est bien meilleure à la campagne. Sauf qu'on s'est dit, mais il ne faudrait pas que l'exode urbain se traduise par de nouvelles centralités ou que simplement ceux qui quittent les villes se trompent de territoire. C'est comme ça qu'est né Vivre au Vert, une plateforme d'aide à la sélection des territoires d'exode urbain que j'aurai l'occasion de représenter. En fait, deux entreprises qui aujourd'hui œuvrent en faveur du rééquilibrage des territoires pour avoir une France un peu plus résiliente. Voilà. Alors ce soir, nous discuterons du développement durable et des territoires. La nécessité d'agir localement se fait entendre dès les années 70, au travers du slogan notamment « Penser globalement, agir localement ». Mais aujourd'hui, il s'agit de penser et agir globalement, mais aussi de penser et agir localement. Ce sont en effet les États qui s'engagent sur les objectifs nationaux et les traduisent dans les politiques nationales, mais c'est aussi au niveau local que se développent les solutions sous la direction des villes et des régions. Donc, dans cette dynamique, le guide pour l'appropriation de l'agenda 2030 par les collectivités a été publié en novembre 2019. Pour rappel, pour ceux qui nous écoutent, cet agenda 2030 a retenu 17 objectifs de développement durable à atteindre à l'horizon 2030, relatifs à des enjeux sociaux, environnementaux et climatiques. Alors, quel mode de transport privilégier dans nos territoires? Comment articuler espaces ruraux et urbains? Quels acteurs mobiliser dans la réflexion sur l'élaboration de politiques en adéquation avec les objectifs du développement durable? Ce sont autant de réflexions que nous aborderons ce soir avec vous. Alors, on peut peut-être commencer par une question d'ordre général, avec notamment la notion de gouvernance. Cette notion est apparue donc dans les années 90 et elle permet de valoriser l'approche territorialisée des politiques environnementales.
et elle renvoie à l'étude des interactions entre l'État et la société, entre le secteur privé et le secteur public. Et la gouvernance serait même, selon certains spécialistes, le quatrième pilier du développement durable, avec l'efficacité économique, l'équité sociale et la préservation de l'environnement. Alors, qu'en pensez-vous de cette notion et quelles actions cela suppose-t-il? Selon quelles modalités, finalement, mettre en œuvre une coopération inter- et intra-territoriale? On peut peut-être commencer avec vous, Madame Guénard. Oui, merci pour cette question qui est, j'ose dire, très vaste en fait. J'ai du mal même à me décider par où commencer. Alors, en vous écoutant par rapport à la gouvernance et finalement les trois éléments clés qui se trouvent dans le développement durable, donc effectivement qui sont liés à l'économie, l'environnement, la société, j'ai presque envie de vous dire que la gouvernance, pour moi, ne serait pas un quatrième élément, ça serait plutôt le lien entre ces trois éléments. Qui permettrait en fait finalement à toutes les parties prenantes, qu'ils soient privés, publics, les citoyens, d'avancer ensemble pour justement faire face finalement à une urgence qui est là. On n'arrête pas de dire depuis, on l'entend tous les jours, on nous dit il faut que jusqu'en 2030, on agisse fortement, sauf qu'on est déjà en 2021 et j'ai l'impression qu'on est toujours au niveau des paroles et très peu des actes. Donc effectivement, je suis plutôt favorable à dire qu'effectivement, cette gouvernance, elle est très importante. Elle doit arriver à mettre autour de la table toutes les parties prenantes pour finalement, autour d'un intérêt commun de tout le monde, pour finalement arriver à créer ce lien entre les enjeux de ce que moi j'appelle la durabilité plutôt que le développement durable. Parce que pour moi, le développement durable est apparu dans un certain contexte et que l'urgence fait que maintenant, on devrait peut-être se reposer la question sur comment agir là-dessus. Et je pense que le développement durable, en tout cas, tel qu'il a été conçu, il est déjà dépassé. L'un d'entre vous veut-il ajouter quelque chose ? Peut-être, oui, compléter un peu ce que Maria a dit avec mon expérience très concrète. Je vous rejoins sur le sentiment qu'on vit une période où il y a un besoin de transformation très profond, très intense, et que ce sont des années cruciales dans lesquelles nous sommes, et que les personnes qui sont aux manettes sont facilement embarquées dans une continuité, disons. Et dans mon expérience avec la ville de Paris notamment, il y a quelque chose qui se passe d'intéressant à cet échelon, c'est-à-dire que c'est un échelon où c'est peut-être plus facile d'avoir un dialogue avec des simples citoyens et des élus, et de mettre en œuvre des transformations. Je donne un petit exemple à Paris, là, avec le Corona. On a eu des pistes cyclables qui sont apparues presque en une nuit sur des grands axes, sur un mode d'urbanisme tactique qui avant avait été fait par quelques activistes, c'est un modèle mais que la ville a réutilisé et qui vont beaucoup plus facilement se transformer en aménagement pérenne. Et il me semble que la ville est un bon échelon pour ce type de transformation. Et nous, je dirais les citoyens du collectif Paris sans voiture, nous avons été contactés par des citoyens de Londres et de New York pour monter le même genre de dynamique. Ça s'appelle Car Free Megacities, un projet donc sur des mégalopoles qui ont le même problème On ne veut pas tous fuir à la campagne comme vous le proposez. Mes deux filles, c'est ce qu'elles veulent faire, donc je suis très à l'écoute de ce que vous faites. Moi, je me dis aussi qu'il faut qu'on arrive malgré tout à rendre ces villes plus que vivables, désirables. Les deux aspects. Ouais, si je reprends la balle au bon, c'est tout à fait compatible et c'est parce que un certain nombre de personnes qui peuvent fuir la ville le feront que ceux qui doivent y rester y vivront mieux, hein. Et c'est exactement pareil avec la mobilité.
Si tous ceux qui peuvent télétravaillent, il est clair qu'il y aura beaucoup moins de transports, de saturation dans les transports en commun et beaucoup moins d'embouteillages aux accès des grandes villes. Et sur cette question de gouvernance, d'ailleurs, je vais utiliser cet exemple-là parce que on a un cas concret d'une gouvernance et notamment d'une concertation et d'une cause commune entre plusieurs niveaux je dirais, des décisions de notre pays à l'échelle nationale, régionale et locale. Et je peux montrer au moins l'entête d'un courrier co-signé par préfet de région Occitanie, présidente du Conseil régional d'Occitanie et président de Toulouse Métropole. Sur un sujet autour de la mise en place du télétravail dans les tiers-lieux, un courrier adressé à toutes les entreprises, les grandes entreprises de Toulouse, pour leur demander de faire des efforts quant à la mise en place du télétravail dans les tiers-lieux pour résoudre la problématique des mobilités à la source de l'origine de la problématique d'embouteillage et de saturation et de pollution d'émissions de CO2. Donc on voit bien que sur un sujet de développement durable, on a une décision qui passe outre tous les clivages politiques et avec une notion de territorialité qui va au-delà d'un périmètre où se situe le problème. C'est-à-dire qu'un embouteillage se situe sur un problème, sur un lieu bien donné, la ville, sauf que l'origine de l'embouteillage vient de bien au-delà. Et on voit bien que cette notion de territorialité est bousculée et amène un certain nombre d'acteurs sur des échelons différents à avoir cause commune, à avoir un discours commun, et au même titre qu'on pourrait l'avoir au niveau européen, où la production industrielle des uns peut générer la pollution des autres. On le voit bien avec les fumées, avec un certain nombre de problématiques. On l'évoquait sur la qualité de l'air qui provient de certains pays avec qui fait déplacer les fumées et qui provoque effectivement des problèmes dans d'autres pays. Mais là, c'est exactement pareil avec la problématique des mobilités. Donc on voit bien qu'il peut y avoir des gouvernances autour des enjeux de développement durable qui sont vraiment différents de ceux qu'on pouvait avoir jusqu'à présent, où il y avait vraiment un travail beaucoup plus en silo, avec un cloisonnement beaucoup plus fort. Voilà. Alors justement, vous parliez du Covid, et beaucoup affirment que la crise du Covid amène une réelle prise de conscience sur la non-durabilité de nos comportements. Alors qu'en pensez-vous? Monsieur Valentin nous dit que ça va peut-être vers une prise de conscience que le télétravail serait une bonne solution. Est-ce que c'est une bonne solution pour vous aussi? Et puis, à votre avis, est-ce que c'est durable comme situation? Et quelles évolutions y voyez-vous à moyen long terme? Donc, si vous voulez commencer, Monsieur Valentin, sur cette notion de télétravail, et puis après... Il faut être conscient que dans tous les cas, la Covid-19 n'a pas révélé, mais a surtout accéléré des tendances qui étaient déjà enclenchées avant la crise de la Covid. Le télétravail, certes, avait du mal à se développer en France, mais dans de nombreux pays et en France aussi, on commençait, nous on le voyait depuis 2012, vous voyez, donc depuis pratiquement plus de 8 ans, on était dans cette observation et cet accompagnement des nouvelles organisations du travail, rendues possibles par la digitalisation des process, la tertiarisation de notre économie, des managements un peu plus modernes à la confiance, et puis bien sûr les connexions Internet bien meilleures. Regardez aujourd'hui le confort avec lequel on fait cette réunion, qui nous a évité des déplacements. Alors je dis pas qu'on n'aurait pas eu plaisir à se retrouver dans une même pièce, mais en termes d'efficacité, d'impact environnemental, c'est tout à fait convenable en matière de façon de travailler. Et donc, beaucoup d'entreprises ont pu se rendre compte que pendant la période de confinement, de façon un peu obligée, que le télétravail, c'était possible pour de nombreux métiers, alors qu'avant, on se posait la question, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible? On ne s'est pas posé la question. On s'est aussi rendu compte que trop de télétravail pouvait tuer le télétravail. Donc, on a un peu un phénomène de télétravail bashing parce qu'il a été effectué dans des conditions dégradées, sans anticipation,
sans que les collaborateurs aient le matériel adéquat, sans que les postes de travail aient été envisagés de façon ergonomique au domicile, avec souvent des domiciles pas du tout adaptés pour travailler dans de bonnes conditions, ce qui d'ailleurs fait naître aujourd'hui cette prise de conscience que la bonne solution, plutôt que de faire un retour en arrière vers le présentiel, sera probablement l'alternative, donc le troisième lieu, le tiers-lieu, qui n'est ni le bureau ni la maison, mais des espaces de proximité, que certains appellent du corpo working, il y a plein de termes qui apparaissent, mais justement pour vraiment recréer du lien social aussi, parce que ce qui peut perturber le distanciel et le télétravail, c'est la perte de lien social. Il y a plein de dérives possibles, mais on ne fera pas marche arrière aujourd'hui, parce que les bénéfices de cette non-mobilité en termes de gain de temps, de gain de pouvoir d'achat, de gain environnemental sont très importants. Et certes, on a une perte de lien social, mais on va apprendre, on va s'adapter avec des nouvelles règles. Il y a des formations qui se mettent en place. Les managers sont de plus en plus sensibilisés au fait de maintenir des rituels du bonjour du matin ou des réunions avec des règles qui sont un peu différentes des règles du présentiel. Et comme on a pu apprendre à se servir d'un téléphone, comme on a pu apprendre à se servir d'Internet, on apprend à se servir des outils de visio. Et peut-être que demain, on aura encore d'autres outils, tels que des casques de réalité avec des combinaisons haptiques où on pourra serrer la main avec la sensation de serrer la main à distance. On en est peut-être qu'au début d'une révolution sur le fait que la mobilité n'est plus un acte physique de déplacement, et qu'il est plus facile de faire venir des données à soi que de se déplacer physiquement. Donc, et les outils sont de plus en plus modernes. Donc, moi, je suis très confiant quant au fait que le télétravail, le travail à distance, la numérisation, digitalisation de notre économie va nous éviter un certain nombre de déplacements. Certes, ça générera effectivement d'autres mobilités, probablement de proximité, mais la dimension de proximité va retrouver son sens. On va avoir beaucoup plus de temps pour vivre sur son territoire et en passer beaucoup moins de temps dans des transports. Et ça va amener aussi des réflexions sur les aménagements du territoire. Et ça, je pense qu'on aura l'occasion d'aborder l'aménagement de la ville du quart d'heure, tout ce qui peut permettre effectivement d'avoir une hybridation d'aménagement avec beaucoup plus de porosité et un peu moins de fonctionnement en silo. Merci. Je vous laisse réagir, Delphine Greenberg, si vous voulez. Oui, peut-être reprendre votre question que je trouve très intéressante en termes de... vous avez parlé de la prise de conscience de non-durabilité de nos comportements, cette crise. Et moi, je voudrais revenir sur le mot crise en reliant cette crise du Covid, pour laquelle on va quand même avoir un vaccin à terme, et on va en sortir, par rapport à la crise notamment climatique, pour laquelle on n'aura pas de vaccin, mais pour laquelle on a beaucoup de mal à la rendre, je dirais, concrète, présente. C'est un petit peu ce qu'on a vécu, toute proportion gardée, avec. C'est pour ça qu'on a proposé l'histoire d'avoir une journée sans voiture. C'est pour se rendre compte du prix à payer, qui a l'air tellement normal, et se laver un peu les yeux sur nos comportements. Donc, pour moi, la crise du Covid est très utile pour se rendre compte de qu'est-ce que c'est qu'une crise, même si elle est sans aucune mesure en termes de gravité avec ce qui nous attend si on ne réagit pas à la hauteur des enjeux. Madame Guénard, si vous voulez réagir. Oui, alors plusieurs éléments de réponse de mon côté par rapport à votre question et aux commentaires de Dominique et Delphine. Donc le premier élément de réponse, c'est la crise du Covid. En effet, vous avez bien fait remarquer que le monde a basculé à cause de la crise du Covid. Et en basculant, ça nous a permis finalement de réduire nos émissions de CO2 en 2020 d'à peu près 7%. Si vous voulez, cela représente les réductions qu'on devrait faire chaque année jusqu'en 2030 pour pouvoir combattre, lutter contre le changement climatique. Et effectivement, comme vous l'avez dit, ça nous a montré la fragilité
face à nos comportements et finalement au monde tel qu'il évolue aujourd'hui. Puisque effectivement, ça nous montre que les efforts à faire vont être très importants. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Bien évidemment, on peut tout réinventer. Et je pense que c'est pour cela que finalement, effectivement, les enjeux sont forts, mais ça peut bouillonner, foisonner en idées et finalement en actions qui permettent de réinventer notre monde. Quand je vous dis ça, c'est pour passer à la question de la mobilité, parce qu'elle a été beaucoup abordée ces dernières minutes. Alors, juste pour vous attirer l'attention qu'effectivement la mobilité est un sujet très important, mais la mobilité représente entre 20 et 23% des émissions de CO2. Et cela signifie qu'on doit faire beaucoup d'autres efforts à d'autres niveaux, dans d'autres secteurs. Et par exemple, si on prend, parce que le transport, donc, si on prend un peu la question de l'énergie, on sait très bien qu'aujourd'hui, c'est l'énergie qu'on utilise, que ce soit pour l'électricité, que ce soit pour la chaleur, que ce soit pour le transport. Elle produit 80% des émissions de CO2 au niveau mondial. Et donc, c'est effectivement, je trouve que c'est important d'avoir l'image globale des enjeux parce que ça nous renvoie aussi à notre manière dont on gère ces problématiques. Ça nous renvoie à des sujets de sobriété énergétique ou de sobriété tout court. Donc on va à l'avenir et assez vite être amené à finalement revisiter aussi nos comportements et nos actions. Alors, on a parlé de mobilité. J'avais envie de poser la question à Dominique. Je comprends l'idée du télétravail, mais pourquoi pas ne pas travailler avec les autorités territoriales pour mettre en place des réseaux de transport en commun, des infrastructures qui permettent finalement aux gens de se retrouver. Je dois avouer que je ne suis pas une fan du télétravail, mais ça, c'est mon avis personnel. Et pour des raisons que vous avez déjà évoquées, je pense que le lien social, il est rompu, en fait, avec du tout le télétravail. Et enfin, pour la question, en écoutant les différents échanges, je me dis que, en tout cas, j'ai l'impression qu'on est dans une opposition territoire et ville. Et je ne pense pas que ça soit, comment dire, en fait, je pense que ça serait important d'avoir en tête quelques chiffres quand on discute, quand on aborde ces questions. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que l'activité économique, elle se concentre dans les villes. Et on sait très bien que 60%, 68% même de la population mondiale va vivre dans des villes en 2050. Et avec les préconisations pour 2100, il y a 9 milliards de personnes sur 12 milliards qui vont vivre dans des villes. Donc effectivement, je suis d'accord avec Delphine qu'il va falloir repenser ces espaces avec une remise en question finalement de tout le monde. C'est pour ça que je trouve que c'est important en fait de mettre autour de la table toutes les parties prenantes. On a tous notre rôle à jouer en tant que citoyen, qu'employé, voilà. C'est tout de mon côté pour le moment. Si je peux reprendre la balle au bond par rapport à cette vision d'une France, d'un monde qui va principalement vivre dans les grandes villes, moi je nourris l'espoir d'avoir une tendance aujourd'hui à un meilleur équilibre. Quand nous avons créé avec 4 autres associés la plateforme Vivre au Vert, c'est justement pour éviter de créer des nouvelles centralités et aussi faire prendre conscience que du fait de cette capacité à dissocier lieu de vie et lieu de travail, qui plus est pour des travaux, des activités tertiaires qui ont fait le développement de l'activité et de l'emploi dans les grandes villes, ce qui n'était pas du tout le cas avec l'industrie ou l'agriculture, qui là était dans les territoires forcément ruraux. Mais pourquoi les villes se sont développées? C'est parce que la tertiarisation, l'économie de la finance, du digital, c'est principalement concentré dans les grandes villes. Et avec la problématique du logement,
et de cette problématique du logement, ça a fait naître les territoires périurbains parce que transport, et plus on apporte des solutions de transport, plus on aggrave le phénomène d'attractivité. Hein, c'est la loi de Zahavi. Tout en gagner en mobilité et réinvesti en mobilité, hein, puisqu'on se déplace toujours à budget temps constant. Donc l'idée, c'est justement de saisir cette opportunité qu'offre la capacité à travailler de n'importe où pour mieux rééquilibrer le territoire. Au même titre qu'à l'époque où on a eu l'adduction d'eau, on était moins obligé de s'agglutiner autour de la fontaine du village pour effectivement construire les maisons. On a pu davantage étaler les habitations. Et donc on va avoir un étalement de l'activité économique qui va ensuite ramener de l'activité dite plus résidentielle, voire de l'activité agricole ou de l'activité artisanale. On parle beaucoup de manufactures de proximité, des micro-fabriques, avec aussi des outils numériques tels que des imprimantes 3D. Enfin, il y a plein d'initiatives autour des tiers-lieux, des espaces tests agricoles, des micro-fermes qui permettent aujourd'hui de repenser un territoire beaucoup plus équilibré, sans opposer, effectivement, je suis d'accord avec vous, sans opposer la ville et la campagne, mais pour rendre la ville beaucoup plus agréable. Et quand on voit sur la question même des immobiliers tertiaires, des immobiliers de bureaux, et à Paris, ce sont des millions de mètres carrés dont on se pose la question de la pertinence, y compris à la défense, et est-ce que ces espaces, et plutôt que d'avoir un étalement urbain, est-ce que ces espaces ne pourraient pas être utilisés soit pour des logements, et certains aujourd'hui commencent à reconvertir des espaces de bureaux en logements pour faire baisser la pression immobilière dans Paris et que ceux qui doivent obligatoirement être proches de leur lieu de travail, les infirmières, les caissières, tous ceux qui doivent, les techniciens de surface, tous ceux qui doivent être au plus près de leur espace de travail mais qui n'avaient pas les possibilités de se loger parce que ça coûtait très cher, mais puissent davantage se loger. On pourrait très bien imaginer aussi des fermes urbaines un peu plus pour avoir une résilience alimentaire un peu plus forte dans les villes, hein, puisque si on n'a pas l'agriculture justement dans les liens de réciprocité ville-campagne, bah, la ville en 24 heures, vous n'avez plus rien à manger. Et c'est clair que dans les scénarios de collapsologues, la moindre rupture de livraison, il n'y a plus rien à manger dans les villes. Hein. On est d'accord. Donc on voit bien qu'on ne peut pas opposer ville et campagne. Au contraire, on a besoin des villes qui sont aussi des lieux culturels, des lieux d'effervescence aussi, avec des moyens de transport, les aéroports dont on aura aussi besoin. On ne peut pas non plus empêcher de devoir se déplacer. Il ne faut pas non plus faire en marche arrière complètement sur ces moyens-là. Donc moi, je crois au contraire qu'il y a une vraie opportunité d'éviter d'aller dans le sens de ce qu'on était en train d'observer, à savoir une hyper-concentration des populations dans des ghettos urbains, au profit justement de territoires qui ne demandent qu'à retrouver les habitants qu'ils avaient au XVIIIe siècle. Quand on voit le nombre de territoires qui ont perdu des habitants, on a pléthore de maisons aujourd'hui qui sont en ruine, qui sont des maisons magnifiques. Vous allez dans les Ardennes, vous allez dans les Vosges, vous allez dans les Hautes-Pyrénées. Pour 200 000 euros, vous avez des mini maisons de maîtres avec des terrains de 2 hectares qui ne demandent qu'à retrouver un second souffle et que effectivement ceux qui viennent habiter dans ces territoires-là arrivent avec leur travail. Vous avez les Canaries. Les Canaries ambitionnent d'accueillir 30 000 télétravailleurs d'ici la fin de l'année. Je pense qu'on a plein de territoires en France qui ont autant d'arguments à mettre en avant que les Canaries. Je vais poser une petite question naïve, Bien sûr. peut-être. Je crois que, enfin, c'est par rapport à l'histoire de l'empreinte carbone. Je crois que l'empreinte carbone moyenne en France est aux alentours de 12 tonnes par personne et que pour arriver à être raccord avec les accords de Paris, il faut arriver à 2 tonnes à peu près. C'est ça? Oui. Et ma question, c'est… C'est 11 tonnes et 2 tonnes, en effet. Donc voilà, c'est à peu près les ordres de grandeur. Et ma question, c'est est-ce que un citadin ou quelqu'un qui vient dans ce dont vous venez de parler, une maison à la campagne, etc. Enfin, qu'est-ce qui est le plus… Si on vise les 2 tonnes, où est-il mieux habiter en fait?
Ville ou campagne? Hmm. Alors là, j'ai vraiment pas la prétention d'avoir suffisamment de recul et l'expertise pour traduire en tonnes l'impact d'un citoyen entre le fait d'habiter en ville ou l'habiter à la campagne. Il est clair que nous, on a un point de vigilance sur la non-artificialisation des sols. On a un point de vigilance sur l'équilibre des territoires pour avoir une France un peu plus équidense. Et quand on voit, nous, aujourd'hui, y compris dans l'utilisation de la plateforme Vivre au Vert, des territoires sont fortement cliqués, fortement regardés et d'autres beaucoup moins. Donc, il y a énormément aussi de subjectivité quant à l'attractivité d'un territoire. Il y a aussi un manque d'anticipation sur ce qu'est aujourd'hui, ce que sont les atouts d'un territoire au regard de la situation actuelle du climat et ce que sera le territoire demain compte tenu de l'évolution et du climat et des dérèglements climatiques. Vous prenez par exemple les pics de chaleur, les pics de température. Je pense qu'il y a un certain nombre de Français aujourd'hui qui vont regarder à deux fois avant de s'installer sur certaines zones en France que nous, on a pu mettre en amont dans la plateforme Vivre au Vert, au regard du nombre de pics de chaleur, de périodes épidémiques, enfin de canicules, pardon, et la problématique à l'accès à l'eau va être aussi un point important. Donc maintenant, est-ce qu'on arrivera à mettre en place des actions pour passer de 12 tonnes, de 11 tonnes à 2 tonnes? Est-ce que c'est objectivement et de façon très lucide possible? C'est des vraies questions à se poser. Au départ de l'aventure Relais Entreprise, si je refais ce parallèle, j'avais pour ambition que Relais Entreprise contribue à réduire les embouteillages. J'avais dit une ambition un peu complètement utopiste. J'ai changé de discours. Je dis ceux qui utiliseront les espaces Relais d'entreprise, donc dans des bureaux proches de leur domicile où ils iront à pied ou à vélo, ceux-là ne perdront pas de temps dans les embouteillages. Je veux dire par là que je ne pense pas qu'on puisse, c'est peut-être pessimiste ce que je vais vous dire, je ne pense pas qu'on puisse résoudre la problématique et ne pas aller dans le mur. Ce qu'il faut, c'est comment on va gérer, comment on va mieux vivre, comment on peut atténuer l'impact du mur qu'on va se prendre. Donc ça, parce que effectivement, passer de 12 tonnes à 11 tonnes, à 2 tonnes, clairement, vu comment l'inertie des prises de décision, et on le voit bien au niveau du télétravail, il va y avoir effectivement, s'il n'y a pas de décision beaucoup plus drastique pour effectivement faire changer les comportements, mais quand je dis les comportements, on est tous dans une inertie dans notre façon de vivre, et on va même nous dire aujourd'hui que ce qu'on est en train de faire là avec la visio consomme énormément d'énergie et que les effets rebonds de tout ce que l'on présente comme solution alternative à des émissions de gaz à effet de serre génèrent d'autres gaz à effet de serre. Les véhicules électriques qu'on nous présente comme étant la solution à la problématique de la pollution liée aux moyens de transport, on commence aujourd'hui à entendre que oui, mais avec les batteries, oui, mais avec... donc vous voyez, donc c'est se donner bonne conscience, mais c'est pas forcément apporter une réponse pérenne à cet objectif de passer de 12 tonnes à 2 tonnes. Dominique, si je peux réagir juste par rapport à votre remarque au tertiaire. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui est faisable dans un monde où le secteur du tertiaire était extrêmement développé. Effectivement, on peut assez facilement l'envisager finalement dans le monde occidental. Mais tout ce processus d'urbanisation et toutes ces tendances, en fait, qu'on sait qu'elles auront lieu, finalement, elles ont lieu pas parce que les gens veulent forcément en Inde quitter leur village, mais parce que l'activité économique en Inde, elle se concentre dans les grandes villes. Et donc ça, c'est, je comprends l'approche que vous avez, elle est tout à fait louable, en fait. Mais il y a des espaces géographiques dans le monde où les gens, ils n'ont pas réellement le choix, en fait. Et c'est pour ça que je considère que c'est une problématique importante qui fait que voilà, on peut pas perdre de vue certaines réalités auxquelles on se heurte pas nous.
mais d'autres populations sur cette planète se heurtent. Et c'est notamment dans des espaces où la croissance démographique est énorme. Ça ne sera pas le cas de l'Europe, mais voilà, Mais, l'Afrique, l'Asie. c'est clair que vous avez une vision de par votre parcours macro, avec une vision effectivement qui dépasse les frontières hexagonales. C'est clair que moi, en tant qu'entrepreneur et dans les ambitions de Relais Entreprises et Vivre Vert, j'ai déjà pour ambition de faire en sorte que les habitants français, nos citoyens français vivent mieux et puissent choisir leur territoire en toute objectivité, ne pas subir leur territoire, retourner au pays comme les saumons reviennent dans leur terre natale, à retrouver la famille, retrouver la cohésion de ce qu'on pouvait avoir dans les villages, parce qu'on peut évoquer les territoires ruraux. Et on dit oui, mais il n'y a pas les services publics dans les territoires ruraux. Il y a moins de services dans les territoires ruraux en ville. J'habite moi sur ce que j'appelle le Canada Dry de la ruralité, l'Interland, le pire des scénarios. Ces territoires qui ressemblent à la campagne mais qui ne sont pas de la campagne. Parce que à la campagne, quand vous avez des territoires de faible densité, quand vous n'avez pas les services publics, vous avez autre chose. Vous avez la bienveillance et l'entraide. Et c'est ce qu'il faut recréer aujourd'hui. Il faut recréer des espaces où il y aura un peu plus de synergie, un peu plus de solidarité, où les familles vont se retrouver. Et si on n'a pas un EHPAD, ben c'est peut-être moins grave parce qu'on va pouvoir peut-être un peu plus s'occuper de ses parents et pas déléguer le fait de s'occuper de ses parents à une structure parce qu'on est très loin, parce qu'on a été obligé d'aller très loin pour trouver du travail. Donc, parce qu'effectivement, il y a des territoires qui ont été beaucoup moins dans le développement économique ou le développement du tertiaire, parce que c'était des territoires historiquement industriels ou historiquement agricoles. Aujourd'hui, on peut retrouver une activité économique par ces actifs qui arrivent avec leur emploi. Donc, c'est pas des actifs, c'est pas des exodeurs qui arrivent avec des volontés de poser des yourtes pour effectivement ou d'élever des chèvres, comme on pouvait l'avoir dans les années 70, où l'exode urbain s'était traduit principalement par ce genre par ces profils. Aujourd'hui, non, on a des cadres, on a des personnes qui ont des niveaux de formation, qui ont des emplois, qui ont des métiers avec des rémunérations, mais qui exercent leur métier de n'importe où. Et alors, ça, c'est une vraie chance. Merci beaucoup. On reviendra plus tard sur l'articulation entre espaces ruraux et espaces urbains. J'aimerais qu'on revienne un peu sur un sujet que vous évoquiez tout à l'heure. Il s'agit de celui de la mobilité. Alors, dans une enquête de 2015 commandée par la SNCF, l'IFOP envisageait 3 scénarios. Le premier, il s'agit de l'ultra-mobilité. C'est la tendance actuelle du toujours plus vite, toujours plus loin, avec une attractivité pour la voiture. Second scénario, on avait l'altermobilité, c'est toute alternative à la voiture. Ça supposerait donc une circulation dans les villes, dans les villages ou les espaces périurbains qui seraient totalement repensés et où les transports en commun continueraient leur essor. Dernier scénario évoqué, la proximobilité. Il s'agissait en fait du développement de moyens de circulation alternatifs à la voiture comme pour l'altermobilité, mais aussi d'un ancrage dans l'environnement local, avec une volonté de prendre plus de temps. Donc ça peut aussi rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Et ce dernier scénario serait en fait, d'après l'étude, en fait, le seul scénario qui permettrait d'atteindre les objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Donc la réduction par 4 de ces gaz d'ici 2050 par rapport à ceux de 1990. Alors la question va être simple. Selon vous, est-il possible de développer ces scénarios d'altermobilité et de proximobilité à l'horizon 2050? Et si oui, comment accompagner ces transitions? Alors peut-être Delphine Greenberg, puisqu'il s'agit du thème des mobilités.
Moi, je peux vous répondre sous un certain aspect peut-être, qui est celui de, je dirais, de l'usage de la voiture. Juste en donnant deux chiffres qui m'ont frappé. Un qui sort d'une enquête récente de l'INSEE qui dit que 42% des personnes qui ont une distance entre leur domicile et leur travail de 1 km, ils vont en voiture. 1 km. Et ça, c'est en France, hein, c'est pas à Paris. Et l'autre chiffre, c'est à Paris, où on a seulement 10% des personnes, enfin une enquête a montré que parmi les conducteurs qui étaient dans Paris intramuros, seulement 10% d'entre eux venaient de la banlieue et la grande banlieue. Pratiquement 80% étaient intramuros, moins de 5 km, et souvent des hommes seuls, CSP+, en majorité. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une habitude, juste une sensation de confort, de prendre sa voiture sans tenir compte du tout du prix à payer, que ce soit en termes de gaz à effet de serre, de pollution, de stress. Et là-dessus, je pense qu'il y aurait moyen, bien avant 2050, de réduire de façon considérable cet usage-là. Ceci, donc je ne parle pas des aménagements qui sont un autre aspect de la question, et peut-être que Maria ou vous pouvez répondre sur ces aspects de façon plus experte que moi. Marie Guénard, si vous voulez. Oui, alors peut-être Dominique l'avait vu parce que honnêtement, la mobilité n'est pas forcément le grand domaine de mon grand domaine d'expertise. En fait, effectivement, ce que moi j'ai en tête par rapport au scénario que vous évoquez, c'est les efforts qui sont faits au niveau européen pour développer alors le transport intramodal. Je ne sais pas si on l'appelle comme ça en français. Mais qui permettent en fait de changer les moyens de transport et de privilégier principalement les transports en commun. Donc moi je suis une grande fan parce que je viens d'un pays où l'infrastructure des transports n'est pas vraiment au point. Donc c'est mon moyen de transport à Paris. Et juste pour moi, parce que je ne connais pas très bien, CSP+, c'est quoi, Delphine? Les cadres. Les cadres, d'accord, parfait, merci. Donc du coup, je passe la parole à Dominique, en fait. Complètement d'accord avec le constat sur la relation du citoyen avec sa voiture. Et effectivement, la voiture, et notamment dans les territoires ruraux et également périurbains, de toute façon, c'est incontournable parce que vous n'avez pas les transports et surtout, vous n'avez pas les habitudes. Quand on voit le nombre d'autosolismes et que le covoiturage a encore du mal à se développer parce que déjà dans les déplacements dits pendulaires, les déplacements sont pas pendulaires en fait, c'est ce qu'on appelle des déplacements chaînés. C'est-à-dire qu'on va déposer les enfants à l'école, ensuite on va au travail, on va faire 2, 3 courses, on va voir quelqu'un dire bonjour, on va récupérer les enfants et ensuite on rentre à la maison. Et ça, avec le covoiturage, on ne peut pas demander à un covoitureur de faire toute cette boucle, hein. Il y a plein d'initiatives qui fleurissent. Moi, je pense notamment à du covoiturage au milieu rural, comme la plateforme le propose, qui s'appelle Atchoum, qui est une plateforme de covoiturage solidaire, hein. Donc, quand vous vous dirigez vers tel village d'à côté et que vous y allez tout seul parce que vous allez ce jour-là au marché, vous essayez de savoir si pas votre voisine ou votre voisin n'a pas aussi envie d'aller au marché ce jour-là et plutôt que lui-même prenne sa voiture, vous y alliez ensemble, hein. Ou en revenant, aller chercher un colis qui lui évite d'aller à la poste qui se trouve à 2 km, tout simplement, il va faire l'aller-retour pour aller chercher son colis. Bref, qu'on soit dans une logique de avoir des mobilités beaucoup plus utiles et qu'on puisse aussi résoudre cette problématique du pourquoi de la mobilité. Quand j'évoquais tout à l'heure la notion de ville du quart d'heure, c'est valable dans un aménagement. Aujourd'hui, on a eu des aménagements de nos villes, de nos espaces en monofonctionnels. Des zones pavillonnaires où on dort, des zones commerciales où on achète, des zones d'activité où on travaille et des zones de loisirs où on s'amuse.
et à chaque fois, les mêmes mobilités aux mêmes heures, par les mêmes profils de personnes, et donc les mêmes embouteillages, et des espaces qui se vident les week-ends, qui se remplissent les week-ends. Enfin, quand on commence à penser un peu hybridation, y compris dans des aménagements d'immeubles ou un rez-de-chaussée, peut-être une boulangerie, un restaurant, un premier étage des bureaux et dans les étages supérieurs des logements, ben, une personne dans sa même journée pourrait à la fois faire 2, 3 courses, aller travailler, remonter voir si les enfants dorment, redescendre travailler, sans être obligé de prendre le moindre transport en commun et la moindre voiture. Et donc ça, c'est en train d'être vraiment intégré. On travaille beaucoup, nous, avec les promoteurs immobiliers, des Kaufmann Broad et autres, qui ont intégré dans les aménagements de quartier ces espaces hybrides qui, à la fois, adressent des solutions de culture, des solutions de loisirs, des solutions même d'éducation, avec des campus connectés, des espaces où on peut se retrouver pour suivre un cursus universitaire, un cours, une formation, sans être obligé de traverser toute la ville pour aller dans un amphi pour suivre un cours qui est lui-même retransmis à travers un écran. Vous voyez un peu le genre d'aberration, hein, quand les amphis sont saturés et que vous avez le prof qui est dans l'amphi d'à côté avec un écran géant. Très bien, c'est vraiment très utile d'avoir fait autant de mobilité pour suivre un cours derrière un écran. Hein. Je vois que ça sourit parce que c'est du vécu. Donc effectivement, il y a une façon déjà de repenser l'aménagement du territoire pour justement éviter des mobilités dans ces silos imaginés fonctionnels. Hein. Merci. Alors, dans cette logique de cohabitation entre espaces ruraux et urbains, puisque c'est le sujet, on entend beaucoup parler de win-win, de stratégie gagnante à intégrer le développement durable dans les pratiques des entreprises ou des collectivités. Mais pourtant, vous l'évoquez, des contraintes persistent. Il est difficile d'attirer les entreprises et les collaborateurs dans les espaces ruraux. Alors comment concrètement attirer les entreprises en territoire rural? Quels sont les leviers d'action finalement? Si vous voulez commencer, Monsieur Valentin. Ben, nous déjà, on a clairement pu démontrer sur de nombreux territoires qu'il était plus facile de faire venir le travail à soi, de faire venir des actifs qui vont effectuer leur activité à la campagne que de faire venir l'entreprise. Dans une vie professionnelle antérieure, donc je travaillais dans le domaine du développement économique et le développement des zones d'activité, faire venir des entreprises sur des zones d'activité, donc toute la dimension exogène. C'est très compliqué, ça renvoie à plein de notions. Pourquoi une entreprise s'installe sur un territoire? Elle s'installe sur un territoire soit parce qu'il y a la matière première qui a du mal à se déplacer. Donc, si vous, je sais pas, transformez du granit, ben, vous n'allez pas transformer des blocs de granit pour lui amener de la valeur ajoutée. Vous allez essayer de faire de la valeur ajoutée au plus près de là où se trouve la matière première. C'est soit donc la matière première, soit c'est les clients. Hein, quand vous avez une concentration de clients, ben, c'est là où vous allez installer une entreprise, quand il y a vraiment besoin d'être à proximité pour la réactivité. Ou la compétence, la main-d'œuvre. Hein, et c'est vrai que beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui reviennent en France, voudraient revenir en France, se heurtent, après avoir été délocalisés dans des pays à bas coût, se heurtent au problème qu'il n'y a plus la compétence recherchée. Dans le domaine du textile ou dans de nombreux secteurs de l'industrie, c'est pas qu'on ne veut pas faire revenir l'industrie dans les territoires ruraux, c'est qu'on ne peut plus avoir la main-d'œuvre ou que la nuisance générée par certaines industries n'est pas compatible avec la recherche d'une quiétude sur certains territoires. Et je ne parle même pas des contraintes environnementales où tout le monde veut de l'activité économique, mais personne ne veut forcément l'impact de cette activité économique. Donc, pour effectivement avoir une activité qui soit un peu mieux répartie, et notamment sur des territoires de plus faible densité, on a déjà ce levier du tertiaire qui est une vraie solution. Et ce qui était un frein à une époque, qui était la connexion Internet, aujourd'hui, avec le déploiement de la fibre ou de la 4G, de la 5G, je dirais rares sont les territoires qui ne pourront pas accueillir une activité qui a besoin d'un flux donc suffisamment confortable pour pouvoir accueillir une activité du tertiaire. Et d'ailleurs, vous avez des territoires qui ont tiré leur épingle du jeu. Le Cantal, la Lozère, qui ont effectivement pu accueillir des métiers du numérique, de codeurs, à la recherche d'une certaine qualité de vie.
et qui sont installés sur ces territoires-là. Donc oui, il y a une vraie opportunité de faire venir des activités dans les entreprises, enfin dans les territoires, plus que des entreprises en tant que telles, parce que derrière ça, il va y avoir aussi des notions d'image, des notions d'accessibilité, et on aura besoin quand même que des entreprises, bien sûr, se retrouvent dans des centres métropolitains, les centres de très forte densité. Mais moi, je suis assez confiant quant au fait qu'on aura une activité qui va un peu plus se répartir, y compris sur des activités industrielles, de micro-fabriques, des petites usines. Et puis, il y a aussi, surtout, vous l'évoquez tout à l'heure, par rapport à la difficulté de faire venir certains collaborateurs. Clairement, aujourd'hui, c'est moins compliqué. Alors après, il y a d'autres problèmes, mais on va résoudre les problèmes au fur et à mesure. Moins compliqué de faire venir des cadres, faire venir des actifs, même pas forcément des cadres, sur les territoires plus ruraux, parce que la qualité de vie perçue en territoire rural est vraiment de plus en plus importante et recherchée. Hein. Il reste quand même la problématique de l'accès aux soins, de l'accès à l'éducation. Quand vous avez des enfants qui doivent aller dans des lycées, des collèges, des études supérieures, c'est plus compliqué effectivement pour attirer ces familles-là. Mais c'est pour ça que les campus connectés et toutes les solutions comme la télémédecine ou la culture avec les microfolies, qui sont tous ces musées parisiens qui se déploient en milieu rural avec des solutions de casques de réalité ou des écrans de définition, ça remplace pas la visite physique du Louvre. Mais combien de Parisiens vont au Louvre régulièrement? Enfin, à un moment ou à un autre, c'est bien gentil de dire l'accès à la culture, mais quand on pose la question, est-ce que vous allez vraiment tous les jours au musée, au théâtre? Je suis pas sûr que la réponse soit oui, hein, vous voyez, et que voilà, bon, c'est un autre débat. Mais on peut avoir aujourd'hui un accès à des services et qui va permettre à des populations, à des actifs, à des entreprises de se relocaliser. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs, parce qu'on dit entreprise, mais une entreprise, c'est avant tout un chef d'entreprise, un entrepreneur. Je ne parle pas des grandes entreprises avec des actionnariats complexes, mais quand je prends les PME, les grosses ETI, vous avez des dirigeants, et ces dirigeants, ils ont des affinités avec des territoires. Quand vous êtes attaché à un territoire, ben, vous avez envie d'y retourner, vous avez envie de contribuer au développement de ce territoire. Et moi, je crois beaucoup. On a parlé de la RSE, on parle de la RSE, la responsabilité sociétale, environnementale des entreprises. Moi, je crois beaucoup au fait d'introduire la notion de RTE, la responsabilité territoriale des entreprises. Et vous avez des entrepreneurs aujourd'hui qui sont viscéralement attachés à leur territoire et qui sont prêts à tout faire pour le développer. Et c'est ça qu'il faut développer, c'est ce lien territoire et attachement de certains entrepreneurs à ce territoire. La Vendée l'a bien compris, la Bretagne l'a bien compris, et vous avez aujourd'hui des capitaines d'industrie, des dirigeants, des entrepreneurs qui œuvrent pour le développement de ces territoires-là. Madame Guénard, si vous voulez réagir. Comme vous voulez. Oui, j'ai envie de réagir par rapport à la remarque au niveau du Louvre et de la culture. En ce moment, on peut pas trop faire de la culture à Paris, Non. hélas. Donc, c'est effectivement, je le reconnais, ça me manque. Voilà, donc c'était juste pour réagir à cet élément. Mais Dominique, vous avez raison. Hein, je pense que il y a pas mal de gens qui habitent à Paris qui vont pas forcément au Louvre. Oui, Delphine, je vous passe la main. En fait. Oui, j'ai rebondi sur votre remarque, c'est-à-dire que moi, à Paris, en ce moment, j'ai l'impression que ne reste que les mauvais côtés de la ville. Tout ce qui en fait, je dirais, le sel culturel, relationnel, etc., on se rend compte justement de là qu'on vit dans du béton et de la pollution en ce moment, et purement ça. Et ça donne très envie soit de le modifier, soit de partir. Mais on n'a plus tout ce plaisir des musées, des restaurants, des amis. C'est pénible. Alors oui, merci pour tous ces commentaires très intéressants. On va un peu prendre du coup à nouveau du recul. Toujours sur la place des entreprises dans le thème du développement durable en général. Alors on en a parlé tout à l'heure de l'aspect global, local présent dans ces politiques. On connaît également
comment dire, la timidité de certaines entreprises face au développement durable, notamment pour des raisons économiques. Alors, chacun avec vos expériences, votre expertise, selon vous, comment peut-on accompagner ces entreprises pour qu'elles participent aux efforts en termes de développement durable? Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Peut-être vous, Maria? Oui, alors vaste sujet. Vous avez raison, en fait, les entreprises se mettent en marche. Il y en a qui font des bons en avant, il y en a qui sont plus récalcitrantes. Et je pense que la réponse est systémique. Et c'est pas pour rien que tout au départ, je disais que finalement, ça doit venir de nous tous, parce qu'on est tous employés, on est tous citoyens, on participe tous à toutes les activités humaines. Pour les entreprises, comme pour nous tous en général, les enjeux sont systémiques, donc la réponse elle peut être que systémique. Et donc là, ce que j'ai envie de vous répondre, c'est que pour les entreprises, on va dire plus récalcitrantes, il y a toujours les entreprises pionnières qui peuvent amener les récalcitrants à finalement quelque part même les obliger, si nécessaire, à bouger en fait. Et pourquoi? Parce que les entreprises qui sont pionnières, qui se lancent le défi en fait de concilier la performance économique avec une performance sociétale ou environnementale. Finalement, si en plus c'est des grands acteurs qui peuvent avoir un impact systémique, peuvent influencer à la fois leurs clients et leurs fournisseurs. Mmh. Et comme je le rappelais au début, c'était pas par hasard que je vous disais que finalement l'énergie, mais telle qu'on la consomme dans toutes nos activités, est les clés pour finalement lutter contre les défis des décennies à venir, que ça soit le changement climatique ou autre, hein, parce qu'on oublie souvent, mais Dominique l'a déjà fait remarquer au niveau du territoire, l'eau sera un très grand problème, la biodiversité aussi. Et j'en passe, en fait. On est face à des défis qui font que le problème est systémique. Et donc, ces entreprises pionnières peuvent amener peut-être les récalcitrants, parce qu'ils sont peut-être des fournisseurs, à revoir leur mode de production, à être plus respectueux de l'environnement, à être innovants, finalement, dans leurs activités. Et finalement à regarder ces éléments liés au sociétal et à l'environnemental. En fait, pour les entreprises, on parle souvent des 3 P. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est les 3 P en anglais, donc People, Planet, Profit. Et c'est effectivement cette triade que finalement les pionniers au niveau des entreprises ont en tête. À la fois pour les efforts qu'ils doivent enclencher et les efforts qu'ils peuvent amener finalement leurs fournisseurs et clients à faire. On peut parler des heures, donc, mais je préfère passer la main et échanger. Delphine, peut-être vous vouliez compléter? Alors moi, je peux apporter une expérience un petit peu différente, puisque je travaille notamment au sein d'une institution culturelle, un musée, le Musée des Sciences, la Cité des Sciences de la Villette, mais qui est aussi tout à fait concernée par cette question de... Vous parlez de timidité. Alors je peux vous parler de la vision interne de ça, c'est-à-dire que maintenant, il y a un discours qui n'est pas timide de la part de l'institution. Par contre, il y a une grande difficulté à vraiment à concrétiser dans toute l'activité de l'institution l'ambition qui est marquée dans le discours. Et dans le cas de la Cité des Sciences, par exemple, il y a eu un mouvement, une demande forte de une très grande partie des salariés pour demander donc à la présidence à ce que l'institution devienne exemplaire, et un dialogue qui s'établit de cette façon-là. Je crois qu'il y a un certain nombre d'entreprises comme ça dans lesquelles ça vient pas forcément toujours du haut.
Mm. C'est une très bonne remarque. Moi, ce que je voulais dire, c'est que un chef d'entreprise ne se lève pas le matin en disant youpi, je vais polluer. Non, youpi, je vais consommer de l'énergie au détriment du bienfait de la planète. Comme le français, comme le citoyen ne se lève pas le matin en disant youpi, je vais polluer. Sauf que, bien sûr, dans son activité, il va consommer des ressources et il va émettre des CO2 et que, effectivement, les éco-gestes ne sont pas forcément un réflexe parce qu'on ne les connaît pas. Et c'est vrai que ce travail de sensibilisation du fait des rapports du GIEC et autres émissions et prise de conscience, effectivement, qu'il y a une grande urgence à repenser ces façons de vivre parce que c'était pas des questions qu'on se posait. On avait l'impression que, ben oui, c'était open bar, qu'on pouvait consommer et qu'il n'y avait aucune incidence sur ce qu'on pouvait faire parce qu'on n'avait pas le recul du dérèglement climatique. Ou en tous les cas, si on pouvait avoir un recul, il n'était pas suffisamment palpable pour qu'on puisse se dire que ce soit grave. Et quand ça commence à vous toucher vous-même ou à toucher vos proches, sur l'impact de la pollution, l'impact de la pénurie d'eau, les incendies, les ouragans et autres, on se dit merde, oui, il y a peut-être quand même urgence à changer ces comportements. Et donc, cette sensibilisation des dirigeants d'entreprise, soit poussée par les consommateurs, qui diront si votre produit n'est pas respectueux de l'environnement, je ne vous l'achète pas, soit poussée par les salariés en disant moi je veux une entreprise à impact, je veux une entreprise à mission, je veux une entreprise respectueuse pas uniquement de ses actionnaires mais aussi de l'environnement et de son écosystème. Et d'ailleurs, la définition même d'une entreprise a changé. On n'en a pas assez parlé aujourd'hui. Regardez la vraie définition aujourd'hui d'entreprise, où avant, une entreprise, c'était je sais pas la définition précise au mot près, mais que c'était en gros une organisation pour valoriser l'actionnariat. Je la fais courte. La nouvelle définition d'entreprise, c'est bien sûr qu'il y a la valorisation de l'actionnariat, mais dans le respect de l'environnement, des salariés et de son écosystème. Donc, c'est-à-dire le maintien d'une cohésion et d'une cohérence de relations avec les fournisseurs et pas uniquement centré sur les profits. Non, parce que même s'il y a cette logique de l'entrepreneuriat où quand on prend un risque d'investir son argent, ben, il y a bien un retour sur investissement. Et d'ailleurs, tous ceux qui placent de l'argent pour avoir un intérêt ben, sont dans cette logique. On ne peut pas demander un intérêt sans qu'il y ait une logique de retour sur investissement. Enfin bref. Mais dans tous les cas, les entreprises aujourd'hui, elles sont de plus en plus sensibilisées. Ça, c'est une première chose. Sauf que derrière, elles ont besoin qu'on identifie les leviers. Parce que naturellement, c'est pas évident de savoir comment on transforme une matière première pas respectueuse de l'environnement par une autre matière première plus respectueuse dans l'environnement et comment cette autre matière première s'inscrit dans un processus de fabrication. Ou comment on s'organise dans notre fonctionnement d'entreprise pour que justement il y ait moins d'impact de la mobilité des salariés tous les matins qui viennent avec leur voiture pour les inciter à prendre le vélo ou les transports en commun ou à faire du télétravail. Et je prends par exemple quelque chose de très concret parce que expliquer les leviers c'est une chose, encore faut-il que l'on puisse accompagner la mise en œuvre de ces leviers et que l'entreprise en ait les moyens. Je prends l'exemple en région Occitanie. La région Occitanie s'est rendue compte que pour l'éclairage des bâtiments ou des supermarchés, il y avait encore beaucoup de lampes à incandescence ou des néons qui consomment énormément d'argent. Donc, la réponse c'est mettez des LED et vous allez faire énormément d'économies chaque année. Et en gros, mais investissez, n'importe quoi, 100 000 euros et chaque année, vous ferez 20 000 euros d'économie d'électricité. Sauf que l'entreprise, elle n'a pas les 100 000 euros à investir pour remplacer tout son éclairage par des LED, et donc elle ne va pas le faire. La région Occitanie a mis en place des solutions de financement qui permettent la région investit dans donc le changement de l'éclairage et facture avec un espèce de loyer, c'est un principe de loyer, donc le changement de l'éclairage et les économies réalisées chaque mois par l'entreprise sont supérieures au loyer correspondant à l'investissement initial. Donc on est sur des solutions de financement où là tout le monde est gagnant, mais on a bien à un moment ou à un autre identifié un levier et mis en œuvre toute une ingénierie de solutions pour que la mise en œuvre de ce levier soit possible.
hein, parce que c'est pas forcément que l'entreprise ne veuille pas contribuer au développement durable, c'est qu'elle n'a pas soit l'information, soit les moyens d'impulser le changement de comportement. Hein. Et c'est comme ça aussi que nous, on a travaillé sur la partie non-mobilité. Et ça, c'est très innovant et c'est pas connu. Et ça va, vous travaillez avec Engie, nous, on l'a fait avec EDF. En fait, on a réussi à transformer de la non-mobilité en valeur. C'est-à-dire qu'on a fait en sorte que les litres de carburant, les kilowattheures, soient éligibles au certificat d'économie d'énergie. Et EDF rachète les kilowattheures de cette non-mobilité et les reverse aux employeurs. Et dans le même registre, on a fait en sorte que la non-mobilité, donc le fait de faire du télétravail dans les tiers-lieux, soit éligible au label bas carbone. Et nous pouvons mettre sur le marché les tonnes CO2 économisées de telle sorte à ce que ces tonnes CO2 compensent le loyer ou soient redistribuées en bons d'achat à valoir dans les commerces de proximité. Vous voyez, de transformer une contrainte environnementale en effet de levier sur le changement des comportemements. Merci beaucoup. Alors le temps passe très très vite, donc c'est déjà le temps de la fin. J'avais envie de réagir, mais je vous laisse poursuivre. Mais en tout cas, merci Dominique. C'était beaucoup d'exemples très intéressants qui montrent l'importance d'une réponse systémique et aussi l'importance de ce qui me tient à cœur, en fait, de informer les gens, les former autour de tous ces enjeux qui sont liés entre eux, en fait. Oui, alors il va falloir qu'on laisse la place à la deuxième conférence. Donc très rapidement, je vais vous laisser le mot de la fin à tous les trois. Si vous voulez nous donner vos recommandations, les pistes primordiales que vous recommanderiez pour construire à partir des territoires et de leurs acteurs des politiques de développement durable. Rapidement, s'il vous plaît. Bon, alors, je veux bien commencer avec juste quelques mots en disant ne pas oublier le rêve dans tout ça. Nous, à Paris, notre mot d'ordre maintenant, c'est on veut vivre dans une ville où on entend chanter les oiseaux. Ça veut dire une place aussi dans laquelle il y a la place pour les oiseaux et beaucoup moins pour les moteurs. Et tout ça derrière, c'est très sérieux, les solutions qu'il faut mettre en œuvre. Je m'arrête là. Merci Dominique. En effet, je pense que les oiseaux sont même revenus à Paris parce que moi, j'arrive pas de les entendre depuis à peu près 2-3 mois et j'en profite tous les matins. Mais juste pour mon mot de fin, rapidement, j'avais commencé à en parler en fait en réaction à ce que Dominique vient de dire. Effectivement, je pense que c'est vraiment important. En tout cas, c'est le sujet qui me tient à cœur, c'est de permettre aux gens de comprendre tous les enjeux, que ça soit au niveau des citoyens, au niveau des employés, au niveau de toutes les parties prenantes. Et il y a beaucoup d'éléments qui manquent aux gens pour vraiment comprendre comment répondre aux défis systémiques auxquels on a affaire. Voilà. Merci beaucoup pour l'invitation à cette conférence. C'était un plaisir. Et pour rebondir, Maria, effectivement, il faut que les citoyens, il faut que les entreprises puissent prendre des décisions en toute connaissance de cause, ne pas subir, ne pas subir leur lieu de vie, ne pas subir leur mode d'organisation ou leur lieu d'achat, et d'avoir effectivement des outils, des axes effectivement qui leur permettent de mieux comprendre ce qui se passe et de pouvoir effectivement mieux choisir leur territoire, leur façon de vivre. Nous, on ne dit pas que tout le monde va aller vivre au vert, tout le monde va aller vivre à la campagne, tout le monde va aller vivre au bord de mer. Il faut simplement que les gens se posent les bonnes questions de qu'est-ce qui correspond à leur territoire de lieu de vie, qu'est-ce qu'ils veulent avoir comme territoire où ils se sentiront bien. Et ceux qui veulent très bien se sentir en ville, doivent demain effectivement pouvoir bien vivre en ville. Mais voilà, et que ceux qui subissent aujourd'hui la ville puissent aller sur d'autres territoires. Et c'est cet équilibre des territoires, cette France un peu plus équidense, qui, je pense, effectivement, est le rêve que l'on peut espérer pour notre France, en tout cas. Pour le monde, pour la planète, pour l'Inde, je ne suis peut-être pas aussi radical, mais au moins, en France, on peut avoir une France équidense. Eh bien, merci beaucoup. Merci encore une fois à tous les trois pour être intervenus ce soir avec nous. C'était des échanges vraiment très, très intéressants. Alors, merci à vous également de nous avoir écoutés et on vous retrouve, une autre équipe vous retrouve dans quelques minutes pour la seconde conférence de la soirée, Europe Puissance Verte.
Merci pour l'invitation. Bonne soirée. Merci, Au revoir. bonne soirée. Au revoir. Bravo. Au revoir.